Et si le désir servait à l'évolution? Pas si évident. Bonjour à tous. Dans nos sociétés modernes, l'assouvissement des désirs est considéré comme la source du bonheur. Mais dans certaines traditions spirituelles comme le bouddhisme, le désir est la source de la souffrance. Je souhaite posséder certaines choses pour être heureux, mais une fois que je les ai, j'ai peur de les perdre. Ou alors, je m'en désintéresse. Et de nouveaux désirs émergent et me poussent vers de nouvelles envies. Mais est-ce que c'est sans fin? L'apport du Bouddha pour l'humanité a été justement le travail sur les 4 nobles vérités et sur la maîtrise du désir. Mais à partir de quand, de quel moment le travail de transmutation du désir est-il valable? Et tout cela sans oublier que se libérer du désir n'est pas le réprimer. Sinon, attention au retour de flamme. Prenons comme exemple les régimes trop restrictifs. Ils mènent à de la frustration et finissent souvent par des excès pour compenser. Et donc, de nouvelles prises de poids. Toute répression trop forte finit par générer des excès, voire même des abus. Chacun doit respecter son rythme. Tant que le mental, ainsi que la connexion à l'âme, n'est pas suffisamment développé, le plan et la volonté divine n'est pas accessible. Et c'est donc le désir qui, dans un premier temps, est le moteur majeur de l'évolution humaine. Il nous pousse au développement de nos 3 corps, physique, émotionnel et mental, puis à la construction de notre personnalité. Comment ça marche? Le désir va stimuler notre volonté personnelle et sera l'occasion donc de mobiliser nos ressources. Par exemple, si l'on désire réussir dans un sport, cela va nous motiver lors de nos entraînements et nous serons prêts à faire des efforts pour progresser. Pareil si on désire réussir des études. Là aussi, notre volonté sera renforcée et nous pourrons mettre notre mental au travail avec assiduité. Idem si on désire plaire à une personne. On va trouver l'énergie pour être attentif à notre comportement, en essayant d'être agréable, peut-être marrant, chacun ses atouts, mais l'idée sera toujours de développer et d'exprimer nos qualités et de modérer nos défauts. Bon, après, il faut que ça dure dans le temps. On peut voir ce mécanisme stimulant dans le travail, quand on désire acheter des biens matériels, un appartement, une maison, ça nous donne un objectif. Aussi, ces désirs réalisés permettent à nos yeux de démontrer notre valeur. Et bien souvent, on s'identifie. Et c'est là un aspect du problème. Si l'on perd l'objet de notre désir, ou si nous n'arrivons pas à le posséder, c'est la catastrophe. Nous pouvons nous culpabiliser ou nous dévaloriser, voire même pour certains perdre le sens de la vie. Une autre phase du problème du désir est qu'il est insatiable. Il en faut toujours plus. Plus de possessions matérielles, plus de conquêtes, plus de recherche de reconnaissance, et tout cela déforme nos qualités. Et là, attention à la manipulation, à l'avarice, à la concurrence exacerbée, tout cela pour jouir des objets de nos désirs. Et à ce moment-là, le désir n'est plus au service de notre évolution, mais au contraire, c'est nous qui devenons au service de notre désir. Donc pour ne pas tomber dans ce piège, nous avons besoin d'un mental éclairé, qui n'est pas influencé par l'émotionnel, pour discerner ce dont nous avons réellement besoin. C'est là que le travail du Bouddha est très intéressant. Il permet d'apprendre à dissiper nos mirages et nos illusions, nous permettant de réorienter nos objectifs et nos centres d'intérêt, ce qui est essentiel dans cette démarche. Une chose importante à réaliser est que les réels bénéfices de nos désirs ne sont pas ce que nous avons pu acquérir ou réaliser formellement. Ce sont plutôt les aptitudes et les compétences que nous avons pu développer et qui permettent l'émergence de notre personnalité. Mais attention, développer sa personnalité c'est bien, mais en profiter pour en avoir toujours plus au détriment des autres, c'est trop. C'est le problème de nos sociétés individualistes où les volontés personnelles dominent et se heurtent entre elles. Et là, cette soumission au désir devient un rempart au bien commun. Heureusement, en développant nos différents corps, et surtout notre corps mental,
qui permet de faire le pont entre les forces matérielles et les énergies spirituelles, ainsi que de faire la distinction entre les deux, nous pourrons commencer à accéder à notre âme et à ses valeurs d'ensemble. Et comme tout suit ou fait partie du plan divin, avec ce développement de la conscience et du contact avec l'âme, eh bien, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, le désir évolue. Avoir c'est bien et après. C'est le moment où on ressent que l'épanouissement ne dépend pas seulement de nos possessions. Et là, nous allons commencer à désirer et ne plus désirer, dans une recherche d'essentialité qui doit nous mener vers un décentrage au fur et à mesure des étapes. Pour certains, ne plus rien vouloir, désirer, c'est vouloir être tranquille, ne plus se compliquer la vie. Comme par exemple les personnes qui vivent dans leur camion de façon minimaliste et qui veulent voyager librement. Le désir devient moins matérialiste, moins consumériste, mais à cette étape, toujours centré sur soi. Pour d'autres, ils vont désirer rendre service, aider l'ensemble personnellement. Mais dans ces cas-là, ils sont toujours au centre, même si la conscience devient de plus en plus inclusive. Pour des personnes, cela peut même mener vers une sorte de dépression. Plus d'envie pour soi, mais pas encore d'aspiration pour l'ensemble. Attention, parfois, des personnes bien intentionnées vont leur conseiller des stimuli extérieurs, comme partir en vacances, changer de lieu de vie ou pourquoi pas même de partenaire. Mais ce temps de pause, d'immobilité, est important. Il doit inciter à l'introspection et à la découverte d'aspects plus subtils en soi, et même à de nouvelles motivations profondes. La méditation, la recherche de sens, de conscience, sont des aides efficaces pour traverser cette crise. L'étape d'après est l'aspiration, c'est-à-dire chercher à participer à la réalisation du plan divin qui prend en compte l'ensemble et le rythme du collectif. Pour bien distinguer entre désir et aspiration, c'est simple, de façon symbolique, désirer, c'est vouloir avoir. Aspirer, c'est s'offrir, ou on pourrait dire faire don de soi. Pour revenir à ce grand plan, il a pour but de développer la conscience, la volonté de paix, afin de vivre de justes relations entre humains et avec les autres règnes de la nature. Et l'humanité doit s'approprier ce plan, c'est-à-dire en prendre la responsabilité pour le mettre en œuvre. L'aspiration qui permet de servir l'ensemble est liée au développement de la vision claire, qui donne progressivement accès aux grandes lois qui régissent la vie sur la planète. Et une difficulté majeure, qui se résout avec le temps, est d'agir avec la conscience que nous sommes l'ensemble, et non une identité séparée qui cherche à agir pour l'ensemble. Par exemple, si nous prenons la guerre entre Israël et le Hamas, avec un désir personnel, en tant qu'identité séparée, en fonction de nos origines, de notre histoire, de nos opinions, nous allons prendre la défense d'une des deux parties. Et chaque partie est convaincue de son bon droit, ou d'être victime de l'autre. Tout cela dans une recherche sincère de justice, mais au niveau énergétique, nous accentuons la division. Je veux dire par là que nous nous éloignons de l'unité. C'est une étape juste temporairement en conscience individuelle. Mais les causes profondes ne sont souvent pas abordées et encore moins résolues. En tant que membres de l'ensemble, nous pouvons chercher à discerner où cette guerre se matérialise et fait écho en nous. Voici quelques propositions pour mieux comprendre cette démarche. Une piste de travail pourrait être de rechercher quelle partie de nous rechigne à la cohabitation et donc veut prendre toute la place. Pour certains, ça pourrait être leur émotionnel, qui submerge tout sans laisser la place à la raison. C'est bien visible chez les hypersensibles, qui souffrent de yo-yo émotionnel, mais qui dans le même temps ont l'impression de vivre intensément. Ou à l'inverse, pour d'autres c'est leur mental, qui va chercher à tout contrôler et à complètement inhiber l'émotionnel, l'aspect sensible et chaleureux. On a tous croisé des personnes comme ça, qui se méfient de leurs émotions pour garder une forme d'efficacité. Mais dans le même temps, ils se dessèchent et finissent par en souffrir. Et là, le travail serait de rééquilibrer cela en nous, pour retrouver une forme d'unité intérieure. Et bien sûr, on pourrait trouver le conflit sur d'autres niveaux, comme entre la personnalité et l'âme.
C'est le même principe, mais avec d'autres raisons et puis d'autres méthodes de résolution. Une autre piste pourrait être de regarder comment nous réglons les conflits dans nos vies. Par la force, de façon physique ou verbale, ou sommes-nous dans la recherche d'une solution respectueuse, prenant en compte toutes les parties. Et là aussi, nous pouvons agir concrètement, en nous méfiant de nos égoïsmes et en apprenant à mettre le bien commun en avant plutôt que nos envies personnelles. L'idée pour commencer à servir l'ensemble, en tant qu'ensemble, est de s'atteler consciemment à la résolution de ces conflits internes, à l'origine de ce qui se matérialise à l'extérieur. Ainsi, nous prenons pleinement notre responsabilité, sans nous mettre au-dessus de tous ces problèmes mondiaux. Une autre forme de travail serait de se retrouver en petit groupe pour chercher à remonter à l'origine des énergies consciences impliquées dans ces événements. Quelles grandes lois, déformées par l'humanité, finissent par matérialiser ce conflit? Et quelle serait leur juste expression selon nous? En fonction du plus haut niveau de conscience que nous pouvons toucher. On pourrait méditer par exemple sur la loi d'économie, qui régit la répartition de l'énergie, et donc de façon plus matérielle, des richesses, des ressources alimentaires, d'eau ou encore de l'argent. Ou encore sur ce que signifie de juste répartition. Et c'est la mise en commun des petits touchés de vérité de chacun qui pourra nourrir la réflexion et la sensibilité de l'ensemble. Sinon, on pourrait méditer sur la loi d'amour, qui est reconnaissance de tous et qui fondamentalement permet de vivre l'unité. Et là, on pourrait même s'interroger et chercher à ressentir qu'est-ce que la reconnaissance. Autrement, on pourrait travailler sur l'énergie du rayon 4, d'harmonie par le conflit. Comment le conflit peut-il être source d'une plus grande harmonie? Pas facile comme démarche, et ça demande un vrai engagement collectif. Ce travail, alliant la sensibilité et le mental, est une façon d'unir la voix du cœur et la voix de la tête. Et l'application dans nos vies de ces prises de conscience sont transformatrices et impactent l'ensemble. Pour finir, aspirer à servir et servir là où notre âme nous guide, et pas forcément où notre personnalité le désirait. Où et avec qui perdre son importance. Car le décentrage est de plus en plus vécu, mais pour autant, en nous trouvant à la juste place et surtout dans le bon état d'être, nous pouvons ressentir un sentiment de paix et de joie. Alors je nous souhaite de pouvoir discerner où nous en sommes. Devons-nous assouvir de nouveaux désirs? Ou peut-être est-il temps pour nous de se rendre compte que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Choisissons consciemment entre désir ou aspiration. Et une fois de plus, chaque étape est essentielle. Et c'est à chacun d'entre nous de découvrir son prochain pas à faire. Merci à tous et au mois prochain avec le thème « Miroir, mon beau miroir ». À bientôt.